Bienvenue à ce webinaire dédié aux établissements de santé. On va vous présenter pour commencer vous faire une petite présentation générale des attendus du Ségur pour les établissements de santé que nous fera Jean-Baptiste Lapéry. Et puis ensuite, on vous présentera les différents financements possibles pour les établissements de santé et comment s'intégrer dans ces dispositifs. Dès maintenant, d'ailleurs, c'est possible. Donc, on va vous donner un peu le détail de tout ça. Jean-Baptiste, je te laisse la parole. Ah, ton micro est coupé. Oui, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Donc, l'idée, c'est de vous présenter, je vais faire une courte introduction, vous remettre juste le cadre, mais de manière un petit peu rapide sur cet investissement donc, historique au service de l'animation du parcours de soins, donc le Ségur numérique de la santé. L'objectif principal, et qui est rappelé là en tête, c'est de généraliser le partage fluide et sécurisé de données de santé entre professionnels de santé et avec l'usager. Il y a une synergie très très forte, et on verra après dans les enjeux du Ségur numérique pour la partie établissement, avec l'arrivée de Mon Espace Santé, son ouverture en janvier 2022, avec l'opt-out du DNP, donc qui va permettre à chaque citoyen qui ne s'y sera pas opposé d'avoir du coup un espace santé et de pouvoir avoir une vision consolidée des documents de son parcours de soins. En termes de moyens historiques, c'est rappelé ici, donc c'est un investissement de 2 milliards d'euros, dont 1,4 milliard d'euros pour le sanitaire au sens large. C'est financé sur le plan de relance et de résilience européen. Et en termes d'objectifs clés, d'indicateurs clés, l'idée c'est de passer d'une circulation de documents qui est de l'ordre aujourd'hui de 2 millions de documents par an à 250 millions de documents échangés via, donc on s'entraîne à la brique concrète, le DMP, dossier médical partagé, et la messagerie sécurité de santé. C'est un programme ambitieux et original dans sa forme. On l'a co-construit avec l'écosystème, les professionnels, les éditeurs, les DSI au niveau des établissements. Et comme vous le voyez sur cette rosace à gauche, l'idée n'a pas été d'y aller de manière séquentielle, de dire ben voilà, on transmet documents établissement, puis après on va faire médecine de ville, puis après les comptes rendus de biologie. L'ambition du Ségur, c'est bien de se dire que on va travailler sur tous ces couloirs en même temps, sur tous ces sujets, et de façon à permettre la circulation de ces données et tous en même temps, avec bien sûr le patient au cœur, comme vous le voyez sur le schéma, et tout autour, la circulation des documents liés à son parcours de soins, des documents qui ont été choisis, suivant du coup, les différents parcours. On trouvera les documents de sortie sur l'établissement de santé, on rentrera un peu plus dans le détail. Vous aurez aussi la partie compte rendu bio, radiologie pour ces domaines particuliers, mais aussi des sujets autour de la prescription et synthèse médicale sur la médecine de ville. Donc, tout ce qui est... pardon. Et donc voilà, vous avez à droite le détail de ces documents, et donc toujours l'idée d'avoir le patient au centre et de travailler en même temps, donc de ne pas se dire la médecine de ville n'aimait pas, donc je ne peux pas émettre et tout. L'idée, c'est de bien voir ce pari que tout le monde se lance et donc tout le monde va alimenter, partager ces documents du parcours de soins. Et on peut aller poursuivre. En termes d'impact sur la feuille de route du numérique en santé, Ma Santé 2022, ce n'est pas une mesure en plus, ce n'est pas un dispositif en plus, alors c'est clairement un dispositif en plus, mais qui impacte des nouvelles priorités. L'idée, c'est bien de favoriser l'accélération du déploiement de cette feuille de route, donc de s'appuyer sur les principes de cette feuille de route et d'accélérer le déploiement de services socles. On a parlé tout à l'heure donc sur le partage et la transmission de documents du parcours de soins via le DMP, c'est lequel partagé, via la messagerie sécurité de santé, avec deux aspects, on y reviendra après dans le reste de la présentation, la messagerie sécurité de santé professionnelle pour l'échange entre professionnels de santé, mais aussi la messagerie sécurité de santé citoyenne qui sera intégrée à l'espace santé et donc qui permettra aux établissements de santé et aux professionnels de santé de pouvoir envoyer directement les documents sur cette messagerie sécurité de santé aux patients. Et dans les autres services SOC, ça concerne plus particulièrement la médecine de ville, le déploiement de la e-prescription. Sur les référentiels socles, c'est juste là, on a deux référentiels, donc surtout la mise en place d'une grosse brique, un gros investissement pour l'ensemble des acteurs et tout particulièrement au sein des établissements, qui est la mise en place de l'INS, l'identité nationale de santé, avec tout ce que cela implique en termes d'identitovigilance, sur toute la procédure initiale d'identitovigilance, mais aussi sur l'appel au téléservice INSI et de façon à qualifier des INS au sein des systèmes d'information hospitaliers. Et une autre brique de référentiel socle que l'on propage sur tous les couloirs, dont la partie établissement, qui est cette brique d'identification électronique des professionnels de santé via ProSanté Connect, qui permet donc
professionnels de santé c'est de s'identifier via des CPS que vous connaissez bien et aussi via des ICPS, donc la version dématérialisée sur smartphone que vous avez sans doute dû entendre parler aussi. Comme je disais, c'est un dispositif qui est original. Il est aussi original sur la façon dont il est mis en œuvre. Alors, comme vous le voyez ici, sur les colonnes, on voit bien qu'il y a deux colonnes qui apparaissent, un volet logiciel et un volet transformation et usage. Donc, l'idée, c'est d'agir sur ces deux leviers de façon à permettre tous les cas d'usage qu'on a évoqués tout à l'heure, précédemment. Un volet qui est le volet logiciel, qui est la capacité donc, des professionnels de santé, établissements, à pouvoir s'équiper en logiciel et en solutions compatibles avec les exigences Ségur. Et une deuxième partie qui est d'aider, d'inciter, de favoriser le déploiement des usages de façon à ce que ces documents, aidés par des logiciels compatibles, puissent vraiment être transmis et circuler via le DMP, mais sur la sécurité de santé. Ça se traduit concrètement, et l'on verra dans le détail des lignes, avec une partie incitative. On est surtout là sur une partie Ségur, donc avec des dispositifs qu'on va détailler dans cette présentation. Sur la partie logicielle pour l'acquisition des solutions compatibles par les ES et les PS, c'est le dispositif SONS, sur lequel il y aura un zoom tout à l'heure. Et sur cette partie de transformation concernant les établissements de santé, c'est le programme SUNES qui sera aussi détaillé pour Ségur usage numérique au profit des établissements de santé et qui est un financement forfaitaire à l'atteinte de cibles d'usage. Donc ça, c'est sur l'incitation, l'aide à l'ensemble des acteurs à s'équiper et atteindre des cibles d'usage, donc il y avoir des taux de partage qui sont élevés et qui sera complété par des mesures réglementaires, c'est-à-dire l'obligation pour les différents acteurs de déployer ces référentiels, ça c'est pour la partie éditeur, parce qu'on est dans le volet logiciel, mais aussi dans la déclinaison de l'article 1111-15, et via un arrêté qui devrait paraître fin d'année 2021 ou début d'année 2022, l'obligation pour les PS et les établissements donc, de transmettre certains documents types qui sont listés dans cet arrêté, tant par messagerie de santé que via le DMP. Mais ça comprendra aussi l'évolution de dispositifs existants en troisième vague, en troisième lien, sur cette troisième ligne, et en particulier pour les établissements de santé, l'intégration de ces nouveaux critères numériques au sein d'IFAC 2022. L'idée, c'est de vous donner un aperçu, les deux colonnes, capacité à s'équiper de solutions compatibles Ségur et un accompagnement à atteindre des cibles d'usage, et en ligne, donc une incitation financière pour y arriver, des obligations réglementaires qui vont compléter ces dispositifs pour les ancrer dans des actifs e-santé pour tous les acteurs, et l'évolution aussi de dispositifs existants, dont l'IFAC, l'intégration à l'IFAC, de manière cohérente pour les établissements. Ce qui conduit cette partie originale à deux financements Ségur à destination de l'hôpital. Alors peut-être que je peux continuer, ou Nolwenn, tu peux peut-être reprendre la main, ou comme tu veux, je peux continuer. Pardon. Oui, non, c'est juste une diapo introductive mais sur laquelle on reviendra, hein, mais qui vient un petit peu en redit de ce que tu viens de présenter, sur les deux dispositifs de financement qui s'adressent aux établissements de santé. Donc, SONES qui est porté par la DGOS et qui concerne les usages, qui va vous être présenté juste après, et puis le dispositif d'achat pour le compte des acteurs de l'offre de soins, SONS, qui sont présentés en deuxième partie de ce webinaire. Voilà. Mais voilà, du coup, on vient de les aborder. On va essayer de les redétailler. Donc, vous avez bien quelques acronymes. Vous savez qu'on a fait beaucoup d'acronymes qui se ressemblent. Donc, on va détailler ces deux aspects. Vous avez vu qu'il y a des notions un petit peu différentes de timing, de temporalité, de périmètre, contenu volé. On va tout détailler, mais bien vous dire que ce qui concerne la partie hôpital, c'est bien ces deux dispositifs. Donc, je suis droite sur l'achat de ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui était l'acquisition, la capacité à acquérir des solutions compatibles, qui du coup concerne aussi bien les parties qui concernent tous les établissements sur l'option d'identité, dossier patient, fournisseur et plateforme d'intermédiation, mais aussi, et on ne l'avait pas abordé tout à l'heure, mais dans les différents couloirs, certains impactent directement et concernent les établissements, et on retrouve aussi donc du coup la capacité d'acquérir des systèmes d'information de radiologie, des RIS et des systèmes de gestion de laboratoire, SGL aussi pour les établissements, qui sont aussi concernés par les travaux qu'on va appeler de ces couloirs, imagerie et biologie. Sur la partie usage, on va retrouver donc la liste d'atteinte des cibles d'usage. On va retrouver la même dynamique avec la partie de documents de sortie sur le volet 1 qui concerne effectivement tous les établissements, et après des domaines spécifiques pour les établissements ayant des plateaux biologie ou imagerie. On va rentrer dans le détail plus tard sur ces volets, ces vagues, les différentes dates et les différents porteurs. Ce qu'il faut voir, ce sont des mécanismes financiers qui ont leurs propres canaux de gestion. Sur la partie SONS acquisition pour le compte des acteurs de l'offre de soins,
on est sur un référencement des éditeurs par l'ANS et une gestion des paiements par l'Agence des services et de paiement de l'État, donc l'ASP. Là où sur la partie SunES, donc l'atteinte de cible d'usage, on reprend des mécanismes très similaires et dans la continuité du mécanisme Open, donc un mécanisme que vous connaissez via les ARS, la Caisse des dépôts, la DGOS, DNS. Sur l'éligibilité aux différents financements, alors du coup, c'était de représenter ce que j'évoquais tout à l'heure, donc côté établissement, il y avait le sujet directement sur la partie hôpital, mais aussi l'impact de ce qui est fait sur la biologie médicale, qui concerne l'ensemble des plateaux de biologie médicale et aussi sur la partie radiologie, qu'ils soient effectivement indépendants ou rattachés à un établissement de santé. Et donc, l'idée de ce diagramme, c'est bien de vous représenter ce qui était un peu sous-entendu tout à l'heure, c'est que côté établissement, vous êtes concerné dans ces objectifs, aussi bien sur la tranche commune de tous les établissements, mais aussi sur des parties spécifiques pour les plateaux biologie et imagerie, tant sur la capacité à acquérir des solutions compatibles que sur l'atteinte de cibles d'usage de transmission des documents liés à ces différentes activités. En termes de calendrier, c'est là où on commence à rentrer dans des choses un petit peu compliquées entre des vagues et des volets. Sur la partie équipement, on réfléchit par vagues, des vagues qui sont successives. Donc là, aujourd'hui, on est dans la partie de la vague 1, où il y a eu les spécifications qui ont été produites, les arrêtés qui sont sortis tout début août, que vous retrouvez sur le site de l'ANS et on y reviendra, qui permet un déploiement jusque, question hôpital et l'étoile rouge, jusqu'à fin décembre. Donc, on viendra dans le détail sur les demandes de financement doivent être reçues jusqu'à mi-juillet. C'est-à-dire que le fait d'avoir une commande vis-à-vis d'un éditeur doit être transmise à l'agence de service de paiement avant mi-juillet. Et après, on l'en garde jusqu'à fin décembre pour réaliser concrètement et valider le déploiement. Après, cette vague 1 sera suivie, les travaux commencent juste pour avoir une vague 2, c'est-à-dire de nouvelles exigences sur les logiciels et donc une nouvelle phase d'acquisition-déploiement dans le même cadre du dispositif d'achat pour compte, d'achat de l'État pour le compte des acteurs de l'offre de soins. Sur la partie usage, SunES, Ségur usage numérique pour les établissements de santé, on parle de volets qui là sont parallèles, avec un premier volet sur le DMP et un deuxième qui est sur la messagerie sécurité de santé, professionnelle et citoyenne, où apparaissent 4 fenêtres de financement, une par semestre, et des candidatures en amont, et on est dans l'état, c'est que ça sont associés à chaque fenêtre des cibles et des niveaux de financement qui sont différents. Donc, plus on candidate tôt, plus les cibles d'atteinte sont faibles et plus les financements sont élevés, mais ça on le redétaillera. Et comme la messagerie citoyenne, on découvre, c'est quelque chose un tout petit peu nouveau. Donc, il y a une expérimentation sur les 3 départements pilotes de mon espace santé qui sont en cours, qui nous permettent de travailler sur cette instruction. Et donc, l'objectif, c'est de publier cette instruction pour le volet 2 en janvier et du coup de rattraper les mêmes fenêtres et d'aligner sur les mêmes fenêtres que sur le volet 1. Du coup, alors on revient souvent dans tous ces dispositifs. Nous allons parler du finesse PMSI. Alors, vous connaissez le finesse géographique, le finesse juridique. Et donc là, du coup, on va partir sur le finesse juridique, ce qui veut dire que, et la règle générale, et qu'on est en train un tout petit peu, il y a quelques exceptions, mais on va rester sur cette règle générale, et que l'on est sur le finesse juridique pour les établissements publics et sur le finesse géographique pour les établissements privés. C'est une règle générale, il y a quelques petites exceptions, mais on va rester sur cette règle générale. Ce qui est sûr, c'est que tous ces chiffres, tous ces éléments sont publiés. Il y a ce qu'on appelle un fichier de calcul, un fichier Excel qui est aussi disponible sur le site de l'ANS et sur lequel aussi le site de la DGOS sur le dispositif SunES pointe aussi. Donc, vous avez cette capacité et c'est ce fichier-là qui fait foi et qu'il faut les consulter. Et donc, le critère qui permet de dimensionner tous ces forfaits, que ce soit pour tous ces dispositifs qui étaient retenus, c'est l'activité combinée ramenée au finesse PMSI. Donc, on vient de parler du finesse PMSI. Tous ces éléments sont présents dans le fichier de calcul. Et ce qui compte, donc, le critère qui permet de dimensionner tous ces forfaits, c'est l'activité combinée. L'activité combinée qui a été reprise du dispositif Open, dont on rappelle ici sur le support le calcul, donc les équivalences, comment chaque journée, suivant le type de séance, MCO, SSR, psy, voilà, est comptabilisée. Et nous permet du coup d'avoir une projection, un dimensionnement pour chaque établissement par rapport à cette activité combinée. Alors, on a fait 4 catégories d'établissements, A, B, C, D. On a repris effectivement le même principe que Open. Par contre, sur chaque catégorie, les montants forfaitaires sont en affine, c'est-à-dire que c'est une droite entre le niveau minimum et le niveau maximum de chaque catégorie.
Et du coup, il n'y a pas d'effet de seuil, c'est quelque chose qui est continu. Donc, pour les établissements, il n'y a pas d'effet de seuil. Être en dessous de la catégorie A ou juste voilà, en haut de la catégorie A ou en bas de la catégorie B, ça change un tout petit peu. Mais du coup, il n'y a pas cet effet de seuil à sauter de catégorie. On est mis sur quelque chose de continu, mais effectivement de progressif, dans l'idée où plus l'établissement est gros, plus effectivement les investissements nécessaires sont importants. Voilà, pour un résumé un petit peu rapide, j'ai bien conscience qu'on a donné beaucoup d'éléments, mais du coup, voilà, suite à cette introduction, je vais laisser du coup la parole pour qu'on détaille précisément les deux dispositifs qu'on vient de présenter, tant de la capacité à acquérir des solutions compatibles que l'incitation à l'atteinte de cibles d'usage. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Je vais donner la parole à Inès Gouil de la DGOS qui va pouvoir vous présenter le dispositif SunES. Oui, bonjour. Merci Nolwenn. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien, Nolwenn, Jean-Baptiste? C'est OK? Oui, il y a un petit souffle, mais ça va, on t'entend. OK, très bien. Alors, je vous propose effectivement de vous présenter le programme SunES, qui est le programme de financement forfaitaire à l'atteinte de cibles d'usage qui s'adresse aux établissements sanitaires et exclusivement aux établissements sanitaires. Les établissements médico-sociaux ne sont pas éligibles au programme SunES puisqu'ils sont couverts par ailleurs par le programme ESMS numérique. Donc, l'objectif du programme SunES, c'est d'encourager le développement de l'échange et du partage du document de santé en finalement soutenant l'usage des outils socles que sont l'INS, le DMP, la messagerie sécurisée de santé, en lien avec l'ouverture de Mon Espace Santé. Mon Espace Santé, c'est l'espace numérique citoyen de demain qui va être ouvert donc à compter du premier trimestre 2022. Et ce qu'il faut comprendre en termes d'articulation, c'est que l'alimentation de Mon Espace Santé, eh bien, elle sera rendue possible par les vecteurs en fait, de partage et d'échange que sont le DMP et la messagerie sécurisée de santé. Et donc, lorsqu'on dit ça, on comprend bien l'enjeu en fait, d'alimentation du DMP et de la messagerie sécurisée de santé pour qu'on puisse justement pouvoir alimenter Mon Espace Santé très rapidement à l'échéance du premier trimestre 2022. Donc, le programme SunES, c'est un financement, comme je le disais, forfaitaire, direct aux établissements sanitaires qui est bien entendu conditionné à un certain nombre de règles, dont notamment l'atteinte de 6 prérequis pour valider la candidature et ensuite l'atteinte de cibles d'usage pour pouvoir bénéficier du financement pour lequel vous auriez candidaté. Le programme SunES s'inscrit dans la continuité du programme Open. Ça, c'est important de le rappeler dans la mesure où, en fait, tout comme Open, SunES fait reposer sa logique de mesure de maturité des systèmes d'information hospitaliers sur l'usage. Donc, à ce titre, SunES et Open sont articulés puisqu'en fait, ils répondent exactement à la même logique de mesure du niveau de maturité des SIH. Ils sont également articulés puisque, en fait, les indicateurs SunES, finalement, constituent une extension logique des indicateurs que vous trouvez au niveau du domaine 2 Open, en lien avec le DPI et son articulation avec le DMP, et le domaine 6 Open, qui consacre l'échange et le partage, et en particulier la messagerie sécurisée de santé professionnelle. Donc voilà, SunES a bien été construit en fait dans une logique articulée avec le programme Open. Pour autant, ce sont bien deux programmes différents, avec des logiques de candidature différentes, et des financements, en tout cas des conditions d'attribution qui peuvent être différentes d'un programme à l'autre. Donc, lorsque vous candidatez sur SunES, si vous souhaitez candidater sur SunES, si vous avez par le passé bénéficié de financements H12, HN ou Open, eh bien ces financements-là viendront en fait se cumuler avec le financement SunES. Donc, les anciens financements ne constituent pas un de critères d'exclusion pour pouvoir candidater au programme SunES. Donc, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez par ailleurs pu bénéficier par le passé de financement sur les SIH, vous pouvez tout à fait candidater au programme SunES dès lors que vous répondez aux critères d'éligibilité sur lesquels je vais revenir après. Concernant l'état d'esprit dans lequel SunES a été construit, en fait, ça a été construit dans une logique, une dimension inclusive. Ça veut dire derrière qu'en fait, la DNS s'est donné les capacités financières de pouvoir financer
tous les établissements qui se présenteraient au programme CNES dès lors que leur candidature répond aux exigences des 6 prérequis. Et donc, il n'y aura pas de prérogative au niveau des ARS sur, par exemple, une sélection qui pourrait être faite pour assurer une équité, par exemple, entre les statuts juridiques ou entre les activités. Cette dimension de sélection-là a disparu dans le cadre de CNES pour justement permettre à tous les établissements qui candidatent, quelles que soient leurs caractéristiques, de pouvoir en fait avoir une chance d'être retenus dès lors qu'ils remplissent en fait les 6 prérequis. Donc ça, c'est important aussi à avoir en tête. Et en termes de gouvernance, vous l'aurez compris, au niveau national, c'est bien la DNS qui pilote le Ségur numérique. Et donc, elle a confié le pilotage opérationnel du programme CNES à la DGOS, qui met en œuvre de manière articulée ce programme avec les agences régionales de santé. Donc, une gouvernance à 3 têtes, la DNS, la DGOS et en région, les ARS. Je peux passer à la slide suivante. Alors, concernant le périmètre fonctionnel et les enveloppes de financement, donc le programme CNES est financé à hauteur de 210 millions d'euros. Ces 210 millions d'euros permettent de soutenir les objectifs d'usage qu'on souhaite faire décoller. Et donc, logiquement, ça répond à l'articulation autour des 2 services socles que je vous ai présentés en introduction. Donc, le volet 1 dédié à l'alimentation du DMP et le volet 2 dédié à l'alimentation de la messagerie sécurisée de santé professionnelle et citoyenne. Sur le volet 1 qui consacre 158 millions d'euros, eh bien, nous avons identifié nous avons ciblé les documents que l'on souhaitait en fait retrouver en priorité dans le DMP. Et cette priorisation se traduit par la définition de 3 domaines. Un domaine 1 qui s'appelle document de sortie. Et donc, à travers ce domaine, on va souhaiter soutenir les établissements dans l'alimentation du DMP à partir en fait de documents tagués comme documents de sortie. Derrière document de sortie, on entend la lettre de liaison de sortie, l'ordonnance de sortie et le compte-rendu opératoire. On a également priorisé un deuxième domaine autour de la biologie. Et donc là, en fait, on va souhaiter soutenir les établissements dans leurs actions d'alimentation du DMP à partir de comptes rendus d'examen de biologie structurés au niveau CDR2 niveau 3. Donc, vous voyez, là, il y a un enjeu de structuration qui est quand même assez fort. Sur les documents de sortie, on est en termes de niveau de structuration sur un niveau CDR2 niveau 1. Et enfin, concernant l'imagerie, eh bien là, en effet miroir, l'idée, c'est d'alimenter le DMP à partir de comptes rendus d'examen d'imagerie qu'on demande à être structuré au format aussi CDR2 niveau 1. Donc, l'exigence de structuration CDR2 niveau 3, elle porte uniquement sur la biologie. Sur les autres domaines, on est sur du CDR2 niveau 1. Par contre, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que sur tous ces documents, quels qu'ils soient, donc lettre de liaison de sortie, ordonnance de sortie, compte rendu opératoire, compte rendu d'examen de biologie et compte rendu d'examen d'imagerie, tous ces documents devront être référencés avec une identité nationale de santé qualifiée. Et c'est là qu'on introduit en fait entre guillemets, la nouveauté par rapport à Open, puisque dans Open, on demandait aux établissements d'alimenter le DMP à partir d'une liste de documents validés par la CME. Là, dans CNES, on type les documents qu'on souhaite retrouver dans le DMP et on demande en plus que ces documents soient référencés avec une INS qualifiée. Sur la partie volet 2, donc alimentation de la messagerie professionnelle et citoyenne, là, vous voyez qu'effectivement, on n'a pas encore défini d'objectifs d'usage. Pourquoi? Parce que la messagerie sécurisée citoyenne, c'est une nouveauté. Et donc, avant de définir des indicateurs d'usage qu'on généraliserait à l'ensemble du territoire, on a souhaité porter une expérimentation pour justement pouvoir avoir une phase de test pour proposer en fait des indicateurs d'usage qui aient du sens et qui soient réalistes. Et donc actuellement, cette expérimentation se conduit au niveau de 3 départements pilotes, la Somme, la Haute-Garonne et la Loire-Atlantique. Et a débuté, cette expérience a débuté, elle se terminera fin novembre et on profitera du coup du mois de décembre
pour en faire le bilan et pour définir des indicateurs d'usage qui viendront alimenter une nouvelle instruction qui apparaîtra entre janvier et février 2022. Voilà. Et donc, en termes de financement, le volet 2 est financé à hauteur de 52 millions d'euros. Je peux passer à la slide suivante. Merci. Alors, je vais vous parler de prérequis comme critères d'éligibilité ou critères d'entrée pour se porter candidat. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'on a des fenêtres de candidature sur lesquelles je reviendrai. Et effectivement, lorsqu'un établissement candidate, il doit être prêt sur les 6 prérequis que je vais vous détailler, puisque dans le cadre de sa candidature, on lui demande d'attester en fait de la justification des prérequis. Et si le candidat est bien aligné sur les 6 prérequis, eh bien sa candidature est validée et il peut prétendre au montant forfaitaire dès lors qu'il atteindra la cible d'usage. Donc, si on regarde de plus près les prérequis, on a 3 thèmes, mais lorsque vous regardez en fait de manière détaillée chacun des thèmes, eh bien en fait, pour ceux qui sont engagés dans le programme Open, vous reconnaissez aisément en fait le contenu du programme Open, puisque ces prérequis ont été repris à hauteur de 98% du programme Open. Donc, un premier thème autour de l'identito-vigilance. Et donc là, on demande à l'établissement de disposer d'une cellule d'identito-vigilance opérationnelle. Un deuxième prérequis autour de l'identito-vigilance qui est nouveau, là, qui n'existait pas auparavant, et qui vise à mesurer le niveau d'appropriation de l'établissement sur le référentiel national d'identito-vigilance. Ce niveau d'appropriation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut s'assurer que les établissements ont d'une part connaissance de l'existence de ces référentiels, d'autre part l'ont lu et sont en capacité, on va dire, de commencer à pouvoir se projeter dans la mise en œuvre des principes qui sont édictés par ce référentiel. Concrètement, on demande quoi pour répondre à ces prérequis? Eh bien, on a constitué un formulaire, un questionnaire en ligne, et donc on demande en fait aux établissements de remplir ce questionnaire sérieusement. Et si ce questionnaire est rempli de manière exhaustive, eh bien, ça vaut comme justification d'atteinte du prérequis. Les ARS qui sont en charge de l'instruction ne vont pas en fait aller challenger la véracité de toutes vos réponses, dans la mesure où certaines réponses en fait sont d'ordre organisationnel et n'appellent pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Par contre, on va être quand même attentif au fait que le questionnaire soit sérieusement rempli. Sur le prérequis sécurité, et donc là, on retrouve les 2 prérequis Open, donc présence d'une politique de sécurité comprenant la sensibilisation des PS et d'un plan d'action SSI réalisé, ainsi que l'existence d'un responsable sécurité. Et enfin, la réalisation d'un audit externe de cybersurveillance au sein de l'établissement. Et donc là, on ne se contente plus dans SunES d'avoir un bon de commande, mais vraiment d'avoir la justification du fait que l'audit a bien été réalisé, avec la souplesse accordée suivante sur la première fenêtre de financement. Donc, la première fenêtre de financement, c'est la fenêtre, c'est la temporalité pendant laquelle les établissements pensent atteindre les cibles d'usage. Et pour la première fenêtre, elle se situe entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022. Et pour un établissement qui souhaite se positionner sur cette première fenêtre, on accepte un bon de commande dès lors que ce bon de commande atteste du fait que l'audit sera réalisé d'ici le 31 décembre 2021. Et enfin, les 2 derniers prérequis relatifs à l'échange et au partage d'informations. Donc là, on reprend stricto sensu les prérequis Open. Donc, capacité du SIH à alimenter le DMP et existence d'une messagerie opérationnelle intégrée à l'espace de confiance MS Santé. Je reviens sur ces 2 prérequis parce qu'on a pu nous faire remonter des questionnements, du coup j'en profite. Quand on parle de capacité du SIH à alimenter le DMP, on ne demande pas en fait une alimentation en usage. En fait, on souhaite vérifier simplement l'existence d'une infrastructure qui permet en fait à l'établissement de dialoguer avec le DMP. Donc par exemple l'existence de connecteurs. Par contre, on ne demande pas à ce qu'il y ait des échanges encore avec le DMP qui soient avérés. C'est vraiment un prérequis, c'est-à-dire qu'on souhaite challenger le fait qu'il existe bien un socle technique qui permet à l'établissement, d'une part, d'échanger avec le DMP et d'autre part, d'être intégré à l'espace de confiance. Mais on n'ira pas checker en fait l'usage avéré puisque c'est l'objectif des fenêtres de mesure.
Sachez que lorsque vous validez votre candidature, lorsque l'ARS valide votre candidature dès lors que voilà, vous remplissez ces 6 prérequis, une avance sur usage de 30% vous sera versée de manière automatique. Voilà, donc il faudra faire bien sûr une convention avec l'ARS, mais voilà, la convention prévoit en fait un versement de 30% sur le montant forfaitaire d'usage dès la validation de la candidature par l'ARS. On peut passer à la slide suivante. Alors, on a parlé des 6 prérequis. Donc, vous avez atteint les 6 prérequis, l'ARS valide votre candidature et donc vous avez 6 mois, une fenêtre de mesure de 6 mois pour pouvoir atteindre les cibles d'usage. Donc, les cibles d'usage, comme je le disais, hein, elles sont classées autour de 3 domaines. Le domaine 1, document de sortie, donc c'est ce que je vous disais sur la précédente slide. Document de sortie qui correspond à la lettre de liaison de sortie, à l'ordonnance de sortie et au compte-rendu opératoire. Tous ces documents doivent être référencés avec une INS qualifiée si l'on veut considérer que la cible est atteinte. Pour le compte-rendu opératoire, seuls les établissements, bien entendu, qui réalisent une activité chirurgicale donnant lieu à un compte-rendu opératoire pourront répondre à cette cible d'usage. Cette cible d'usage donne lieu à un bonus de 10%, il me semble, sur le domaine 1. Donc, ce qui veut dire que si un établissement n'a pas d'activité donnant lieu à un compte-rendu opératoire, l'établissement, bien entendu, peut quand même candidater au domaine 1 sur l'alimentation du DMP et en lettre de liaison et en ordonnance de sortie. Ça, voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, on ne lui demandera pas de retour sur le compte-rendu opératoire. Et pour les établissements qui sont capables d'atteindre cette cible parce que leur activité leur permet, eh bien, ils bénéficieront d'un bonus de 10% sur le domaine. Voilà. Sur le domaine de biologie, donc c'est l'alimentation du DMP en compte-rendu de biologie, donc toujours bien sûr référencé avec une INS qualifiée, par contre structuré au format CDR de niveau 3. Et donc sur le domaine 3, on est sur de l'alimentation du DMP en compte-rendu d'examen d'imagerie, structuré au format CDR de niveau 1 et référencé avec une INS qualifiée. Que ce soit pour les prérequis ou que ce soit pour le guide des indicateurs d'usage, on a élaboré pour chacun de ces sujets un guide qui explicite l'ensemble des prérequis, les pièces justificatives attendues pour chacun des prérequis. Idem pour les indicateurs d'usage et ces 2 guides-là, vous les retrouverez sur le site de la DGOS. Vous voyez, ensuite, vous avez des fenêtres de financement qui correspondent du coup aux fenêtres temporelles sur lesquelles on vous demande d'atteindre les cibles d'usage. On a une fenêtre, chaque fenêtre en fait correspond à un semestre. Le programme durant 2 ans, on a 4 fenêtres de financement au total. Nous avons associé à chacune de ces fenêtres un pourcentage qui correspond à la cible d'usage à atteindre. La spécificité SUNES, c'est qu'on fait évoluer cette cible d'usage en fonction du temps. Et donc, finalement, plus vous vous positionnez sur une fenêtre de manière éloignée, plus la cible à atteindre sera élevée. Et donc, ce principe-là, il a été acté dans la mesure où, en fait, on souhaite encourager les établissements à s'engager le plus rapidement possible dans le programme. On peut passer à la slide suivante. Alors, effectivement, je vous disais effectivement que le programme il repose vraiment sur le principe d'inclusivité, qui voilà, on fait en sorte de pouvoir embarquer l'ensemble des producteurs de données de santé côté hospitalier, et en même temps, on souhaite les embarquer le plus rapidement possible dans le programme. Donc, il a fallu réfléchir à un mécanisme qui permet justement d'encourager les établissements à s'engager rapidement. Donc, le premier mécanisme, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est l'évolution dans le temps des cibles d'usage. Mais cette évolution dans le temps des cibles d'usage, eh bien, on y a croisé en fait la notion de dégressivité des forfaits. Et donc, la dégressivité des forfaits, ça veut dire que plus vous vous engagez tôt dans le programme, plus le montant auquel vous pourrez prétendre sera intéressant. Donc, sur la première fenêtre, vous serez à hauteur de 100% de votre forfait de financement, qui est établi sur la base de votre activité combinée 2019.
En fenêtre 2, vous recevrez 90% de votre forfait. En fenêtre 3, 85%. Et en fenêtre 4, 80%. Donc, voilà, plus vous engagez tôt, plus le forfait est intéressant, moins la cible est haute à atteindre. Voilà la mécanique. Toute cette mécanique, bien entendu, il faut avoir en tête l'enjeu in fine, hein, c'est d'alimenter mon espace santé qui sera ouvert à l'échéance du premier trimestre 2022. Si on revient sur les montants forfaitaires, donc les montants forfaitaires ont été calculés sur la base de l'activité combinée 2019. On ne demande pas aux établissements de calculer par eux-mêmes leur activité combinée. Ça, c'est une question aussi qui m'a été posée par mail. Cette activité combinée, ce sont des chiffres nationaux qui sont établis à partir de bases de données nationales que sont l'ASAE 2019 et la base PMSI. Et à partir de ces sources de données-là, eh bien, on arrive à établir l'activité combinée 2019. Cette activité combinée 2019, vous pouvez la retrouver, plusieurs manières de la retrouver. Soit vous allez effectivement sur le fichier calcul de l'ANS, à mon avis, le lien URL est présent dans cette présentation. Vous avez également la possibilité de contacter directement le référent SONES de votre région. La liste des références SONES sont disponibles sur le site de la DGOS sur la page dédiée au programme SONES. Ils ont également cette information. Et nous, en parallèle, côté DGOS, on est en train de charger, parce que parfois, voilà, il y a des petites évolutions. Donc là, on va recharger la dernière version, la dernière évolution des activités combinées 2019 au niveau de l'Observatoire des systèmes d'information de santé. Et donc, vous pourrez également avoir cette information-là au niveau de l'onglet SONES. On a créé un onglet SONES dans lequel vous retrouverez cette information. Et si vous n'arrivez pas à la retrouver, c'est possible. Dans ce cas-là, voilà, vous pouvez nous adresser un mail. L'adresse vous sera spécifiée après. Les candidatures, elles doivent se faire à la maille du FINES PMSI. Ce que disait Jean-Baptiste. Donc, généralement, il peut y avoir des exceptions, mais généralement, le FINES PMSI, ça correspond au FINES juridique pour les établissements publics et au FINES géographique pour les établissements privés. Un GHT. L'établissement support ne candidate pas pour le compte du GHT. Dans le cadre des GHT, tous les établissements membres du GHT candidatent pour leur propre compte. D'accord ? Par contre, dans le cadre d'un groupe privé, eh bien, ce seront les établissements géographiques qui candidateront pour également leur propre compte. Ce n'est pas le groupe privé qui candidate pour le compte de ses adhérents. Donc, voilà la logique. La logique de candidature est également explicitée dans un guide qu'on a construit pour cet effet et qui est disponible également sur le site dédié au programme SONES de la DGOS. Et donc, ces activités combinées eh bien, nous permettent d'établir en fait 4 catégories d'établissements. Et à chaque catégorie d'établissement, en fait, on va retrouver une fourchette basse et une fourchette haute en termes de montant forfaitaire. Pourquoi on a une fourchette basse et une fourchette haute? Parce que, vous l'aurez compris, pour définir votre montant forfaitaire, en fait, on est dépendant de plusieurs critères. On est dépendant de votre activité combinée, mais on est dépendant également du ou des domaines sur lesquels vous souhaitez vous positionner et de la fenêtre temporelle sur laquelle vous souhaitez vous positionner. Et en fait, c'est la mixité de ces trois critères qui vous permettent en fait de connaître votre montant forfaitaire. Pour avoir ce montant forfaitaire-là, on vous a mis également à disposition un simulateur de soutien financier que vous retrouverez également sur le site de la DGOS où on vous demande justement de référencer votre activité combinée, d'indiquer le ou les domaines sur lesquels vous souhaitez candidater et la fenêtre de financement sur laquelle vous souhaitez en fait mesurer votre usage. Voilà pour la logique des forfaits. Sur la logique de candidature, donc nous avons un projet qui est structuré autour de 4 fenêtres de financement ou fenêtres de mesure de l'atteinte des cibles d'usage. On a une fenêtre par semestre, ce qui fait qu'on a 4 fenêtres de mesure au total sur la totalité du programme. À chaque fenêtre de mesure est associée une période de candidature pour les établissements et une période d'instruction pour les ARS. Donc, si on prend par exemple la fenêtre 1, seuls les établissements qui pensent être en capacité d'atteindre les cibles d'usage entre le 1er janvier et le 30 juin 2022, seuls ces établissements-là doivent candidater entre la période du 1er septembre 2021 et du 31 octobre 2021.
Si vous êtes un établissement qui pensait pouvoir être prêt sur la deuxième fenêtre, eh bien, vous n'avez pas pour l'heure à candidater. Par contre, il vous faudra candidater entre le 1er mars et le 30 avril 2022. Et c'est la logique qu'on a prise sur chacune des fenêtres en fait, de financement. Donc, la fenêtre de financement, c'est vraiment l'élément pivot calendaire du programme. Et à partir de cette fenêtre de financement, découlent les fenêtres de candidature pour les établissements et les fenêtres d'instruction pour les ARS. Je peux passer à la slide suivante. Merci. Donc, pour candidater, on vous a mis à disposition un formulaire en ligne. Il n'est pas nécessaire d'attendre un appel à projet côté ARS. Hein. Voilà ce qui lance officiellement le programme. C'est bien l'instruction qui a été publiée cet été. Et donc, vous pouvez, sans attendre voilà, le go de l'ARS, commencer à candidater sur démarche simplifiée, pour lequel on vous a mis le lien URL d'accès. Et donc, si vous n'avez pas un compte usager, eh bien, il faut en créer un, c'est très simple. Et si vous en avez un, eh bien, vous rentrez vos codes de connexion usager classiques et vous tomberez directement sur le formulaire dédié au programme SunES. Sur ce formulaire-là, donc c'est un formulaire en ligne, ergonomique, enfin très très simple, dans lequel en fait on vous demandera de renseigner un certain nombre de données administratives. On va vous demander également de répondre aux critères d'éligibilité, parmi lesquels les 6 prérequis. Par contre, quand on vous demande de répondre aux prérequis, par exemple, avez-vous atteint le prérequis 1 ? Donc, oui ou non. Bon, si vous candidatez, c'est que vous êtes censé avoir atteint le prérequis, donc disons que vous mettez oui. Eh bien, par contre, ça ne suffit pas. On vous demandera quand même par ailleurs de télécharger le justificatif du prérequis dans l'Observatoire des systèmes d'information de santé. Voilà, on n'a pas pu tout mettre malheureusement dans le même outil au même endroit. Voilà, on en est désolé. On ne peut le faire que comme ça aujourd'hui. Si on peut l'améliorer sur les autres fenêtres, on le fera volontiers. Mais pour le moment, les justificatifs de l'atteinte des prérequis doivent bien être téléchargés dans l'Observatoire des systèmes d'information de santé au niveau de l'onglet SunES. À travers ce formulaire de candidature, vous avez la possibilité en fait, de dialoguer directement avec le référent SunES de votre région. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas en fait, à utiliser la fonctionnalité messagerie et votre message atterrira directement dans la boîte de la personne qui gère les projets SunES dans votre région au niveau de l'ARS. Donc, pour retrouver de manière beaucoup plus détaillée tout ce que je viens de vous expliciter, nous avons créé une page dédiée au programme SunES sur le site de la DGOS. Et donc, vous y retrouverez voilà, tout un corpus documentaire qui vous permettra de vous guider pas à pas, d'une part dans la compréhension du programme et aussi dans le processus de candidature. Et enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter vos références SunES, dont la liste est également sur le site de la DGOS. Et également, vous avez une adresse mail au niveau national qui est mise à votre disposition. Voilà. On travaille actuellement sur une FAQ qui sera prochainement également publiée. Passer à la slide suivante, qui est ma slide de clôture, il me semble. Voilà. Donc, on souhaitait quand même avoir un message d'encouragement pour vraiment, hein, voilà, vous avez compris que le programme a vraiment été construit dans une logique où on a souhaité être incitatif sur le fait d'embarquer les établissements en nombre et le plus tôt possible dans le programme. Donc, n'hésitez pas voilà, à candidater. Dès lors que vous avez atteint les prérequis, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas retenu. Hein. Donc, des prérequis pour lesquels la quasi-totalité sont repris du programme Open. Il n'est pas nécessaire d'avoir mis en place l'IMS pour candidater. C'est-à-dire que l'IMS, en fait, c'est un enjeu qu'on va venir mesurer dans le cadre de la fenêtre de mesure. Donc, il est sûr que ce travail-là, il faut quand même qu'il ait été pensé en amont, mais on ne va pas, en fait, vous recaler en termes de candidature si aujourd'hui, vous n'êtes pas encore en capacité de référencer un document avec une IMS qualifiée, puisque c'est vraiment l'objet de la fenêtre de mesure. Et donc, une fenêtre de mesure, c'est 6 mois. Voilà, c'est un semestre. On a aussi permis la possibilité de report de l'atteinte des cibles d'usage si à l'issue de la fenêtre sur laquelle vous vous êtes positionné, eh bien, en fait, vous n'arrivez pas à atteindre la cible d'usage. On donne la possibilité aux établissements d'être reportés sur la deuxième fenêtre, enfin, sur la fenêtre de financement qui suit.
Bien sûr, il faut quand même que ce soit objectivé auprès de votre ARS. Il faut en informer votre ARS et lui expliciter les raisons pour lesquelles vous n'y arrivez pas. Mais on donne cette souplesse-là. D'accord ? Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si vous basculez sur la fenêtre qui suit, eh bien en fait, vous serez rémunéré aux conditions de la fenêtre qui suit et on vous demandera d'atteindre le taux de la cible, le taux de la fenêtre correspondante, donc qui sera un petit peu plus haut. Voilà. Et enfin, ça vous permet d'anticiper IFAC, puisque comme le disait Jean-Baptiste, l'idée c'est d'inscrire dans les actifs numériques ce qu'on pousse là de manière incitative à travers un financement. Et donc, si on veut que ça devienne pérenne dans le temps, il faut intégrer ces mécanismes-là dans des dispositifs tels que l'IFAC. Et donc, vous engager dans SunES, c'est une manière aussi pour vous de prendre un temps d'avance par rapport à tous ces dispositifs, et notamment IFAC. Voilà. Un autre point également, j'en profite, parce que ça m'est remonté ce matin. Si votre éditeur, je pense que Nolwenn reviendra là-dessus aussi, mais si votre éditeur n'est pas référencé Ségur, vous pouvez tout à fait quand même candidater en fait au programme SunES. Nous, en fait, on va rétribuer uniquement l'usage. On ne va pas en fait aller regarder derrière les solutions logicielles que vous avez mises en place pour y arriver. Par contre, on va vérifier qu'effectivement vos documents sont bien référencés avec une INS qualifiée. Mais si vous arrivez aujourd'hui à référencer vos documents avec une INS qualifiée sans que vos solutions logicielles soient référencées Ségur, eh bien vous avez tout à fait en fait la possibilité de bénéficier d'un financement SunES. Voilà. Donc voilà, ça il faut l'avoir en tête. Bien sûr, ce sont des dispositifs qui sont articulés, mais qui sont quand même indépendants en termes d'instruction. Voilà, nous on ne va pas aller checker en fait ce que fait l'éditeur pour la partie établissement sanitaire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Inès. J'ai trouvé ça très clair. J'espère que ça l'a été pour vous tous. Je vais continuer cette présentation avec des éléments sur le financement à l'équipement, autrement appelé SONS, pour système ouvert et non sélectif. Donc, comme l'a rapidement exposé Jean-Baptiste Lapéry en début de cette présentation, c'est un mécanisme d'achat pour compte où en fait l'État va payer les factures de mise à jour des logiciels pour le compte au bénéfice, pour le compte des établissements de santé et sur les autres couloirs des autres structures et professionnels de santé. Donc, ça s'appuie sur des arrêtés qui ont été publiés au journal officiel du 13 août et qui décrivent dans leurs annexes le principe, le périmètre des prestations Ségur sur lesquelles on va revenir, des montants plafonds de financement qui seront donc versés aux éditeurs sur la base des factures qu'ils auront établies à l'adresse de chacun de leurs clients, donc vous, établissement de santé. Voilà, le travail sur ce dispositif a été fait avec des professionnels de chaque domaine et a été découpé par couloir, donc s'applique au périmètre hospitalier. Trois fonctions logicielles plutôt travaillées par le couloir hôpital, que sont les référentiels d'identité, en général portés par les gammes, mais pas toujours, le dossier patient informatisé et ce qu'on a appelé la plateforme d'intermédiation PFI, vous verrez cette appellation un peu partout, qui concerne en fait, qui peut avoir aussi d'autres appellations, EAI, ça dépend comment c'est utilisé. C'est tout ce qui est fonctionnalité d'émission-réception des documents ou des messages depuis le système d'information hospitalier vers l'extérieur ou en réception depuis l'extérieur. Donc, c'est des fonctions qui peuvent être parfois portées par des solutions logicielles dédiées, parfois par l'EAI qui va s'occuper aussi des flux internes au système d'information et parfois directement par le dossier patient. Donc, on les a découpés comme ça volontairement pour pouvoir être adaptés aux différentes structures, aux différentes architectures des systèmes d'information hospitaliers. Donc, nous sommes actuellement en vague 1, comme ça a été dit tout à l'heure sur le planning global. Et donc, on travaille sur des documents qui ont été construits au cours du premier semestre 2021. Donc, le support de ce dispositif, c'est donc un arrêté par brique fonctionnelle
et auxquels sont annexés 3 documents qui sont publiés sur le site de l'ANS, sur les pages Ségur du site de l'ANS. Un dossier de spécification et de référencement, autrement appelé DSR, on a beaucoup d'acronymes effectivement, qui présente le périmètre technique et fonctionnel pour chaque brique fonctionnelle et qui, à destination des éditeurs, puisque on va le revoir en détail, mais vous l'aurez compris, c'est eux qui ont en charge en fait toute la partie administrative et référencement de leurs solutions. Donc, tout le processus de référencement de ces solutions logicielles, puisqu'on en retrouve dans le deuxième fichier le référentiel d'exigence, le détail en fait de toutes les exigences qui ont été définies dans ces groupes de travail, dans ces task force au premier semestre de cette année, et que doivent respecter et développer chacun des éditeurs de solutions logicielles. Donc, quand ils ont développé et fait l'ensemble des adaptations nécessaires à ce périmètre ligne par ligne, en face, il est écrit aussi dans ces fichiers, il est décrit des scénarios et des preuves à déposer auprès de l'ANS pour obtenir le référencement. Donc, c'est toute cette procédure qui est décrite dans les DSR et à laquelle se rattache donc ce fichier d'exigence et de preuves que doivent suivre les éditeurs. Une fois qu'ils ont passé ces étapes de référencement, développement de leur solution et référencement, le document d'appel à financement, qui est la 3e annexe de chaque arrêté, décrit, lui, le périmètre et la procédure pour bénéficier du financement SONS de ce dispositif. Donc là aussi, c'est des démarches qui sont à faire par les éditeurs. Ils doivent venir à votre rencontre puisqu'ils doivent établir un devis pour chacun de leurs clients qui intègre l'ensemble des prestations Ségur qu'on va voir juste après et qui sont décrites en détail dans chacun de ces appels à financement puisque le périmètre est un peu différent suivant qu'on va parler d'un risque, d'un référentiel d'identité, d'un dossier patient informatisé. Donc, comme il y a un document d'appel à financement, enfin, c'est 3 documents en fait, il y en a une série distincte par brique fonctionnelle. À l'intérieur, on retrouve aussi pour chacune de ces filières le détail des prestations qui peuvent être incluses et financées par ce dispositif. Et puis, bon, il y a toute une partie de la procédure de demande de financement qui est décrite et qui, là aussi, intéresse plutôt les éditeurs puisque c'est eux qui ont la charge de ce processus. Donc, sur les périmètres, le périmètre des prestations qui sont prises en charge dans le cadre de ce dispositif, on retrouve la mise à jour des versions logicielles concernées. Donc, il ne s'agit pas là d'une acquisition totale en fait, d'un changement de solution. Ça ne financera pas un changement total de solution. Ça ne finance que la mise à jour dans laquelle sont incluses les fonctionnalités décrites dans les exigences dont on vient de parler. Donc, dans ce cadre, vous pouvez avoir une version qui n'inclut strictement que ces évolutions-là. Et c'est le minimum qui doit être inclus dans cette version. Qu'elle soit d'ailleurs en mécanisme d'acquisition ou en mécanisme d'abonnement, de SaaS, quel que soit le format. Et en termes d'abonnement comme de maintenance corrective sur l'ensemble du dispositif, c'est inclus pour une durée de 6 années. Donc, il ne peut pas y avoir de surcoût dans votre contrat de maintenance relative à la maintenance corrective pour ce périmètre-là. Ça inclut également toutes les prestations d'installation, de paramétrage, de tests ou de qualification, et également l'évolution des demi-connecteurs qui permettent aussi de faire circuler l'information au bon format, puisque on l'a vu tout à l'heure, on parle d'INS qualifié, les formats d'échange éventuellement internes au système d'information ne sont pas dans la version qui permet de les implémenter avant d'arriver dans cette version-là. Donc, tout ça, si nécessaire, est inclus dedans. Également, si nécessaire, un accompagnement sur l'obtention des certificats logiciels. On pense notamment aux versions de certificats pour accéder au DMP, ce genre de choses, c'est bien, ou au téléservice INSI. Donc, si vous avez besoin d'aide, si la situation est complexe, alors il y a des contextes qui sont plus compliqués que d'autres et pour le coup, l'hôpital n'est pas le contexte le plus complexe. Souvent, c'est des procédures qui sont maîtrisées, mais ça peut être inclus dedans. Tout ce qui est prestations classiques de suivi de projet, de documentation et des formations
pour lesquels, là aussi, ce sera intéressant pour vous d'aller voir quand même dans cet appel à financement. Le périmètre peut être un petit peu différent d'une fonction à l'autre, au sens où, dans le contexte hospitalier, on va plutôt s'intéresser, enfin demander la formation d'un groupe de référents. N'est pas incluse la formation de tous les professionnels, par exemple, de l'établissement. Ce serait trop lourd et hors cadre. Donc, on va plutôt parler de groupe de référents, mais aussi avec du e-learning qui peut du coup être largement utilisé sans limitation du nombre de personnes qui peuvent suivre ces e-learning. Pardon. Donc, ce que ça ne finance pas, on l'a vu, c'est le changement complet de logiciel, les coûts annexes, type infrastructure, mise à jour de bases de données, par exemple, de serveurs ou achat de matériel, puisque là, on est vraiment uniquement sur un périmètre d'installation de versions dédiées à des versions de logiciels métiers, en fait, dédiées à ces fonctionnalités. Donc, pardon. Alors, j'ai quelques diapos de présentation que je ne vais pas forcément vous présenter complètement dans le détail parce que ça serait un peu laborieux, un peu trop long, mais c'est juste pour rappeler dans chaque fonctionnalité à quel logiciel ça s'adresse et qu'est-ce qu'on attend dans ces évolutions justement fonctionnelles au niveau du Ségur. Donc, vous aurez bien sûr toute cette présentation en téléchargement suite au webinaire. Donc, je vous serai plus tranquille, je pense, pour faire un petit peu le tour de ce qui est demandé. Mais de manière générale, sur l'ensemble des briques logicielles, on va avoir un appel au téléservice au départ du référentiel d'identité, donc au téléservice INSI, pour pouvoir qualifier les identités et faire ensuite circuler cette identité nationale de santé au sein du système d'information pour qu'elle vienne s'intégrer dans le dossier patient, dans les documents qui doivent être envoyés. Donc, de manière évidemment parallèle au programme SONES, aux indicateurs, aux cibles qui sont demandées, on travaille là aussi sur les lettres de liaison en sortie d'hospitalisation, les ordonnances de sortie d'hospitalisation et les comptes rendus opératoires lorsque c'est dans le périmètre, ainsi que les comptes rendus de biologie et d'imagerie, lorsque vous avez une structure interne à l'établissement de laboratoire de biologie médicale ou de service d'imagerie. Donc, c'est les mêmes documents qui sont ciblés. Et là, ces versions-là ont vocation à vous permettre d'implémenter tout le circuit avec l'INS qualifié dans le format attendu CAD-AR2N1, c'est-à-dire un format non structuré en fait, sur l'ensemble du circuit, en tout cas là sur les documents sortant du dossier patient sur cette diapo, mais on va voir après, on a l'équivalent tel que ça a été décrit sur SONES pour la biologie et pour l'imagerie. Donc, une particularité aussi, c'est ProSanté Connect, un des services socles qui vous a été présenté rapidement en introduction, qui doit pouvoir être utilisé en mode web et en mobilité, notamment sur le contexte dossier patient ou hospitalier. Sur la plateforme, donc là, vous voyez, il y a beaucoup d'acronymes et de termes très techniques. C'est vraiment l'outil qui sert à faire du transfert de messages dans des formats qu'on veut normaliser. C'est pour ça qu'il y a tous ces sigles qui ont vocation à harmoniser tous les formats d'échange, puisque la vocation de tout ce qu'on est en train de vous présenter, c'est bien de pouvoir envoyer des documents et à l'autre bout, de pouvoir les intégrer. Et donc, dans l'ensemble des systèmes concernés, qui concernent l'hôpital, qui concernent la ville, on impose les formats dans le cadre du Ségur pour être sûr que chacun puisse les intégrer et on demande au logiciel de savoir intégrer, autant émettre qu'intégrer les documents qui doivent être échangés. Donc, sur le système de gestion de laboratoire, donc on est bien sur un périmètre biologie médicale, n'est pas concerné par exemple l'ANAPAT, c'est biologie médicale uniquement. Il y a deux éléments différents. Le système de gestion laboratoire qui reprend donc les notions d'INS qualifié, d'émission de compte rendu de laboratoire, mais avec un petit plus qui est le transcodage dans la nomenclature LOINC pour pouvoir justement avancer sur la lecture partagée, sur une norme partagée de l'ensemble des analyses et puis du coup dans
dans un objectif de compte rendu structuré, enfin de résultats structurés, pour voir du coup à l'arrivée aussi sur des courbes, du suivi, des alertes, etc. en cas de valeur anormale. Et c'est tout ça qu'on veut pouvoir lire au travers de ces nomenclatures et de ces comptes rendus structurés. À noter juste, mais étant donné que c'est à la main des éditeurs, c'est juste à titre informatif, sur la partie biologie médicale, le barème de calcul du financement est lui établi sur… là, je vois qu'il y a une petite erreur sur la diapo, je la corrigerai avant que ce soit envoyé. Sur la biologie, c'est établi sur le nombre sur les instances logicielles, c'est-à-dire les bases qui hébergent le système de gestion de laboratoire, et non pas sur l'activité combinée qu'on a vu précédemment sur le dispositif précédent et sur les périmètres DPI, RI et PFI. La biologie, c'est un autre système de calcul. Également pour le risque, donc sur le risque, on est sur le nombre d'examens annuels enregistrés dans le risque. C'est ça la base de calcul. Mais bon, cela dit, pour vous, ce sera toujours un devis présenté par votre éditeur et c'est à l'éditeur de respecter de toute façon ce plafond qui est décrit dans chacun des appels à financement. Et là, sur la partie fonctionnelle des risques, on est également sur des partages INS, enfin sur le pivot utilisé étant l'INS qualifié et des partages de compte rendu d'imagerie à transmettre au DMP et à MS Santé. Avec une volonté de normalisation de tous ces échanges de la même manière. Petite information aussi, cette vague 1 sur l'imagerie concerne les risques. La vague 2, ça s'intéressera beaucoup plus au PACS pour pouvoir avoir la continuité de cette information et de cet identifiant dans l'ensemble du système d'information de l'imagerie. Alors, sur le mode de fonctionnement, on a vu tout à l'heure que votre éditeur doit vous présenter un devis que vous devrez valider. Et c'est ce qui lui permettra, lui, avec son diplôme de référencement obtenu auprès de l'ANS, de déposer une demande de financement auprès de l'autorité de services et de paiement et de ce fait d'obtenir une avance, enfin le financement de toute façon, une forme d'avance de 30% au départ et le solde en fin de projet. Et pour justement présenter la demande de paiement du solde auprès de l'ASP, il aura besoin de la vérification d'aptitude, qui est un document que vous, établissement, allez signer en fin de projet, qui valide le bon fonctionnement en production des fonctionnalités mises en place. Donc, pour chacune des briques fonctionnelles définies s'adressant aux hôpitaux, vous aurez à signer une VA. Il y a des modèles qui sont préparés par l'ANS pour vous permettre de cocher plus facilement les cases et de repérer les différents éléments, puisqu'en fonction des briques, on a défini là aussi dans les appels à financement les mesures qu'on voulait voir faites pour chacune des mises en production. Par exemple, on voit sur la biologie qui ont été définis qu'il fallait envoyer 10 documents différents pour pouvoir démontrer que la fonctionnalité était bien opérationnelle en production. Voilà. En termes de calendrier, donc, les arrêtés sont parus au journal officiel du 13 août et tous les devis passés suite à cette date, à cette parution, peuvent être pris en compte pour le financement, sous réserve que l'éditeur ait bien obtenu son référencement auprès de l'ANS au moment où, dans la limite de 120 jours, on va y revenir tout à l'heure, il peut vous proposer de signer le devis avant d'être référencé et bien sûr, ce devis sera signé sous réserve de l'obtention du référencement par l'éditeur. Cette signature de manière anticipée a été pensée pour vous permettre de planifier plus facilement, enfin vous et vos éditeurs, parce qu'ils ont évidemment beaucoup de choses à faire, mieux planifier les projets et puis vous, établissement, parce que ça veut dire que vous avez potentiellement à coordonner jusqu'à 5 voire 6 prestataires différents pour pouvoir mener à bien ces projets dans le cadre du Ségur. Donc, vos éditeurs ont jusqu'au 15 mai pour se présenter au référencement et déposer les preuves que leur logiciel correspond bien à ce qui est attendu dans les exigences. Ils ont ensuite jusqu'au 15 juillet pour déposer une demande de financement, donc appuyée par un bon de commande ou un devis signé par leur client.
Donc, ce guichet, le référencement, lui, est ouvert depuis fin août. Le guichet de demande de financement pour les éditeurs ouvrira le 2 novembre et donc ferme le 15 juillet pour les demandes, les nouvelles demandes, et ferme ensuite le 15 octobre pour la fin des projets, pour les demandes de solde, donc pour la fin des projets biologie et imagerie. Et le 31 décembre pour les projets concernant les référentiels d'identité, les dossiers patients et les plateformes d'intermédiation ou de transmission. Donc, pour vous, les dates importantes à retenir, c'est bien qu'il faut que vous ayez signé vos devis avant le 15 juillet et fini vos projets avant le 15 octobre pour les plateaux médico-techniques et avant le 31 décembre pour les autres fonctions logicielles. Ce qui fait très court si vous ne signez que le 15 juillet. Il faut quand même être clair avec ça. Donc, plus tôt vous pouvez entrer dans ce dispositif, mieux c'est. Et on sait qu'il y a pas mal d'éditeurs, notamment sur le domaine hospitalier, qui sont déjà engagés dans ce dispositif. Et pour les premiers, on ne va pas tarder à pouvoir délivrer les premiers référencements. Donc, n'hésitez pas surtout à vous tourner vers vos éditeurs afin de pouvoir savoir sur quelle période vous devez vous projeter, vous pouvez vous projeter, les encourager à s'engager rapidement dans le dispositif si ce n'est pas encore fait, pour 2 raisons. Donc, celle importante qui est de pouvoir finir avant les dates, les deadlines du 15 octobre et du 31 décembre, mais également parce que ce dispositif, vous avez compris qu'il est complémentaire du dispositif SONES. Il est totalement indépendant. Donc, si votre établissement peut d'ores et déjà répondre aux cibles, aux prérequis, et puis d'ici juin, répondre aux cibles de SONES, vous avez plus de temps pour ces référencements Ségur. Mais il porte les mêmes, il va un peu plus loin, mais il porte les fonctionnalités d'atteindre des cibles Ségur. Donc, en fonction de votre cas, effectivement, vous avez toujours, plus vite vous pouvez entrer dans ce dispositif, plus vous pourrez gérer de manière plus efficace et sereine le déroulement des étapes du projet. Donc, vu le parcours en résumé de ce dispositif SONS vu de l'établissement, c'est l'engagement auprès de votre éditeur, la validation du devis ou l'émission du bon de commande, ensuite, évidemment, le déroulé du projet, comme pour tout projet système d'information, avec un gros travail auprès des métiers. On pourra revenir un petit peu là-dessus tout à l'heure. Et ensuite, en fin de projet, signature de la vérification d'aptitude. Là, c'est fini pour vous. L'éditeur, lui, se tourne vers l'ASP pour aller toucher le financement, le solde de sa facture. Voilà. Donc, ce qui est important de retenir, donc, on vient de dire, les 2 dispositifs sont indépendants. Ce sont des financements qui sont versés aux éditeurs. Alors, je pense que certains d'entre vous vont rapidement se poser la question de savoir comment on gère ça en termes de plan comptable au sein de l'établissement. Donc, il y a un guide qui va sortir bientôt, probablement semaine prochaine, en tout cas courant dans les semaines à venir, sur l'application de ce système-là au niveau de la comptabilité des établissements publics et privés, puisque on n'est pas sur des factures à 0 €, on est bien sur des devis qui ont un montant, mais ce montant-là, c'est pas vous qui le payez. Voilà. Donc, évidemment, en termes de comptabilité, vous engagez un montant que vous n'allez pas régler à la fin. Donc, il y a un guide qui sortira sur ce mécanisme-là et comment le gérer en termes de comptabilité dans les établissements. Seuls les logiciels ou les versions référencées sont prises en charge par ce dispositif. Donc, si vous aviez assigné un devis en anticipation, donc c'est ce qui est mis en fin de cette diapo, c'est autorisé dans la mesure où votre éditeur s'engage dans les 120 jours qui suivent la signature du devis à déposer ses preuves auprès de l'ANS. Donc, il a des mentions spécifiques qui doivent apparaître sur son devis dans ce cas-là pour pouvoir vous le faire signer, ce qui vous protège en fait au cas où il n'aurait pas le référencement et donc ne pourrait pas bénéficier du financement de l'État. Voilà. Une chose importante, 2 choses importantes qui restent à dire sur ce sujet. Pas de reste à charge, bien sûr, puisque à partir du moment où le devis inclus reste dans le périmètre des prestations Ségur telles que définies dans les appels à financement, il n'y a pas de reste à charge pour les établissements. La dernière chose importante à dire là-dessus, c'est que c'est vous, établissement, qui restez maître, bien évidemment, des éditeurs qui bénéficieront de ce financement.
sachant qu'une seule brique fonctionnelle peut être financée par établissement. Si vous avez plusieurs DPI ou plusieurs plateformes d'échange, il y en a une seule qui pourra bénéficier du financement pour un établissement. Mais c'est à vous de voir lequel, en fonction de vos éditeurs, de leur référencement, de la vitesse, enfin de tous les critères qui vous sont propres, hein, c'est à vous d'en décider, de savoir quel éditeur bénéficiera de ce financement. Voilà, j'en ai fini sur ce dispositif. En termes de support, très rapidement, un support est organisé à plusieurs niveaux. Donc, au niveau national, sur le site de l'ANS, vous pourrez retrouver des documents pour accompagner les établissements. Ils sont régulièrement mis à jour. Alors, il y a un document sur la page d'accueil Ségur qui est une présentation générale qui est en cours d'actualisation, qui devrait être republié courant de semaine prochaine ou fin de semaine prochaine, qui présente de manière assez généraliste et qui ne rentre pas trop dans le détail et pas trop technique sur le Ségur. Des fiches pratiques qui sont des petites fiches qui font 3-4 pages à destination des différents publics de professionnels sur les bénéfices et comment entrer dans le dispositif. C'est extrêmement résumé. Et puis, différents supports pratiques. Donc, il y a un mode d'emploi pour entrer concrètement et bien comprendre comment on peut entrer dans le dispositif SONES en parallèle de SONS, comment on fait pour s'inscrire dans ce dispositif, auprès de qui et comment on mène le projet, c'est-à-dire les points importants. Il y a eu des pilotes avec lesquels on a fait un retour d'expérience, on a pu en tirer un exemple de planning de projet que vous pouvez aussi récupérer sur le site, et puis des éléments saillants, ce qu'il faut penser dès le départ, des éléments un peu techniques de gestion, donc qui sembleront peut-être évidents aux chefs de projet aguerris sur les gros projets système d'information, mais pas forcément pour tous, et ça peut faire office de ligne conductrice, de pense-bête, tout dépend de la complexité du projet, d'où on part, et puis de l'expérience des chefs de projet chez vous. Voilà, vous avez aussi en détail le retour d'expérience des pilotes qui est disponible. Donc, tous ces documents-là et d'autres mis à jour régulièrement. Il y a un sommaire dynamique qui vous permet de manière simple de retrouver l'ensemble des documents disponibles, que ce soit des documentations spécifiques sur un service SOC, sur l'INS par exemple, ou sur les documentations qu'on met à jour pour le Ségur. Des webinaires comme celui-là qu'on fait régulièrement et que vous pouvez retrouver aussi en rediffusion. Et puis, nous sommes présents sur pas mal d'événements. Le prochain où on pourra vous retrouver, c'est donc Santexpo. Il y aura un stand où on sera présent. On assurera une permanence pendant les 3 jours de Santexpo dédié au Ségur, avec une conférence le lundi et une autre le mercredi sur ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer et on sera là pour répondre à vos questions. Un élément aussi que j'allais oublier, il y a des facs en ligne sur le site de l'ANS, sur e-santé, et des formulaires de contact. Donc, si vous avez besoin de nous recontacter, si vous avez des questions spécifiques, vous ne trouvez pas les réponses dans les facs, n'hésitez surtout pas à nous envoyer une question par ce biais et on sera au bout de la ligne pour vous répondre également. Voilà, en dernière diapo, vous retrouverez dans la présentation tous les liens utiles vers le programme SONES, il y a deux fois du coup celle-là, et puis vers les éléments de support et tous les documents dont on a parlé, que ce soit les arrêtés ou les 3 annexes pour chacune des fonctions logicielles. Et il me reste à vous remercier pour votre écoute et votre intérêt pour le sujet. J'espère qu'on a été suffisamment clair et que c'est pour ça que vous n'avez pas de questions et que vous êtes prêts à vous engager dans le dispositif. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute difficulté et puis à très bientôt.